consécutive. Nous repartons du côté du port autonome de Douala où les indicateurs démontrent que le bras de fer continuerait. Je commence par Robert Wafo. Robert Wafo, vous qui vivez justement à Douala et qui avez certainement l'information de ce côté-là. Port autonome de Douala contre SGS avec Transatlantique DSA à côté. Qu'est-ce qui coince? Mais ce qui coince, c'est qu'il y en a qui veulent, n'est-ce pas, que le Cameroun devienne irréversiblement une république bananière. Je ne peux pas comprendre que tout un Premier ministre, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif, après le président de la République, puisse prendre des directives, après avoir, n'est-ce pas, réuni autour de lui les prérequis institutionnels, c'est-à-dire les ministères de tutelle, la tutelle technique, qui est le ministère des Transports, la tutelle financière, le ministre, n'est-ce pas, des Finances, qu'après cette directive, que des gens, que des nébuleuses, c'est-à-dire envoient des gendarmes contrecarrer ces directives. Moi, je dis, c'est terrible. Et vous vous rappelez que sur ce plateau, je vous ai dit une fois qu'on a atteint le stade où, puisque le gouvernement est annoncé dans les prochains jours, c'est vrai que c'est devenu les prochaines semaines et ce sera certainement les prochains mois et pourquoi pas les prochaines années, que si rien n'est fait dans l'urgence et que ce gouvernement tombe, il n'est pas exclu que les déchus refusent de partir. Vous insistez sur cette posture? Oui, je dis il n'est pas exclu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Mais ce serait vraiment une république bananière. Mais bien sûr, mais si on n'y est pas encore, on s'achemine. Pas vraiment. On s'achemine vers la perpétuation. Ce n'est pas de ce que M. Onan Guinée avait appelé le chaos lent. Mais ce chaos lent risque de devenir un chaos très rapide. Je dis, faisons très attention. Parce que ce qui se passe là, le Premier ministre, donc après ce tohu-bohu, le Premier ministre a pris sur lui de revenir les tutelles. Vous savez quand même également, Robert Wafo, pour être anti au niveau de l'information, que 2 à 3 jours avant le Premier ministre chef du gouvernement, on avait eu des hautes instructions du président de la République qui disaient autre chose. Enfin, c'est juste pour donner l'information totale. Qui a signé ces hautes instructions? On a transmis ces hautes instructions. Mais il n'y a pas de preuve que cela émane du président. Vous les mettez en doute. On a vu des ministres contester les hautes instructions par le passé. Mais il faut que ce soit clair. Et puis on en arrive là tout simplement parce que M. Biya refuse de convoquer un conseil de ministres. Parce que le conseil des ministres est le haut lieu stratégique d'arbitrage des différents conflits qui peuvent naître entre des ministères. Savez-vous, M. Pafa, ici, le dernier conseil des ministres date de janvier 2019. Ça fait 7 ans. Janvier 2019. Montrez-moi un seul pays au monde qui se dit république, qui met autant de temps pour tenir un conseil des ministres. Parce que la chose qu'on observe là maintenant, c'est le conseil de cabinet. Ce n'est pas le conseil des ministres. Or, vous savez très bien que il y a des ministres pour qui le Premier ministre ne sert à rien, n'est que le premier des ministres. Par le passé, on a vu, n'est-ce pas, le Premier ministre annoncer la tenue d'un grand dialogue national dans la perspective de la résolution de la crise anglophone. Le lendemain, un autre ministre, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale, est monté au créneau dans une chaîne étrangère pour dire que ce grand dialogue qui est annoncé ne portera pas sur le fédéralisme. Pourtant, le Premier ministre avait fait part de ce que on devait discuter de tout, sauf de la sécession. Donc, on peut dire quoi? Moi, je dis, d'abord, cette instruction, parce que vous avez parlé des hautes instructions, qui a répercuté ces hautes instructions?
le chef d'état-major particulier du président de la République. Mais écoutez, quand vous prenez la il est qui par rapport au Premier ministre? Je dis bien, laissez-moi finir ma phrase. Qu'il est qui? Par rapport au Premier ministre, je ne peux pas dire qu'il est qui. Je dis bien, je pèse mes mots. Par rapport au Premier ministre, quand vous regardez la Constitution de la République, au niveau de l'exécutif, il n'y a que 2 fonctions qui sont mises en exergue. Président de la République et le Premier ministre dans le cadre du chapitre consacré au gouvernement. Très bien. Le reste là, ce n'est pas consacré par la Constitution. C'est la raison pour laquelle le président de la République peut passer de 61 ministères à 40 ministères, machin et tout. Mais pour abroger, je veux dire, pour mettre de côté le poste de Premier ministre, il doit d'abord réviser la Constitution qui est au-dessus même du président de la République. Donc moi je dis, il faut arrêter ça. Le Premier ministre n'est pas la serpillière de la République sur laquelle n'importe quel responsable peut venir essuyer ses chaussures. Merci. Le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Et moi, je dis, s'il est allé jusqu'à remettre en cause les hautes instructions qui ont été répercutées par le chef d'état-major du président de la République, parce que c'est un homme de tempérance, parce que le Premier ministre est un homme de tempérance, je ne le vois pas en train d'aller frontalement contre une vraie haute instruction. Donc il faut qu'à un moment donné, que ça cesse, qu'on respecte, que tous les membres du gouvernement respectent le Premier ministre qui a pris, n'est-ce pas, une décision régalienne. Merci. Il faut que ce soit clair. Merci Robert Wafo. Et vous avez été suffisamment clair ce matin sur libre expression. Je vais passer la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, on a l'impression que le bras de fer a du mal à s'achever du côté du PAD. Nous avons eu une lettre la semaine qui tend à s'achever, une lettre signée du directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo, qui appelait Madame le directeur général de la société SGS à une rencontre qu'il lui-même y devait présider, je vais paraphraser, dans le but de trouver un terrain d'entente. On a vu la réaction de Madame le directeur général de la SGS qui disait au directeur général Cyrus Ngo qu'il n'était pas question qu'il vienne là-bas pour discuter de quoi que ce soit. Il est simplement question d'appliquer les directives du Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, dans ce genre de climat, c'est la preuve de ce que le bras de fer continue. Je suis en partie d'accord avec l'indignation de Wafo. Il a raison d'être indigné, sauf que comme il aime l'indignation sélective, il ne s'indigne que quand ça peut lui permettre de démontrer que le régime marche mal. Mais quand ses frères de l'Ouest peuvent prendre tous les postes du littoral et prendre l'argent des littoraliens, mettre ça dans leurs poches, là, il ne s'indigne pas. Mais son indignation a de la pertinence. J'ajoute quelque chose là-dedans. Pourquoi j'entends parler du port? J'ai le contrat qui lie la SGS avec le gouvernement. Voici le contrat qui lie la SGS et le gouvernement. Il n'y a pas le port là-dedans. Le port n'apparaît nulle part là-dedans. Il n'y a même pas le mot. Il y a le mot port apparaît là pour dire que la SGS travaillera de ce côté. Dans tout s'occupe du scanning dans tout le territoire national. Voici ça, c'est dit ici. Que la SGS s'occupe du scanning dans tout le territoire national du Cameroun. Et je constate que la SGS n'est pas acribée. C'est transatlantique. Bon. J'espère pouvoir vous trouver ça tout à l'heure. C'est dit ici que la SGS s'occupe du scanning sur tout le territoire national. Bon, vous me croyez? Ok, mais je vais retrouver ça. Le port n'a rien à faire dedans. Le gouvernement, un ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, a choisi son opérateur pour la douane. C'est la douane. On a dit que la douane a besoin de connaître qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs pour facturer. Qu'est-ce que le port fait dans ce conflit? Les gens mettent le port là-dedans, pourquoi? Maintenant, le port, c'est un territoire.
C'est un espace organisé. Et le directeur du port, c'est lui qui gère cet espace. Tous ceux qui entrent dans cet espace pour faire n'importe quoi doivent se soumettre à l'autorité du directeur général du port. D'où vient-il que le ministre des Finances, qui n'est pas le directeur général du port, décide des choses, de l'affectation des espaces qu'il n'a jamais vu? Il n'a pas associé le port au choix de ces espaces. Il ne sait pas où se trouvent ces espaces. Il ne sait même pas s'il y a l'espace. La SGS est habilitée à venir opérer dans l'espace du port. Et elle ne veut pas se soumettre à l'autorité du directeur général du port. Elle veut avoir des espaces pour installer ses scanners. Elle ne veut pas demander ces espaces au directeur général du port. Il lui faut des bureaux. Dans ce contrat-ci, on dit que quand elle installe ses portiques, elle doit avoir des bureaux dans lesquels les ordinateurs et tout ça sont installés pour gérer. Ces bureaux sont posés sur une surface. C'est la surface du port. Elle ne paye aucune redevance au port. Tous ceux qui opèrent à l'intérieur du port, si vous entrez dans le port, vous posez un vélo, vous devez payer quelque chose au port. La SGS est installée au port. Elle installe des équipements au port et elle ne paye aucune redevance au port. Quels sont ceux qui acceptent ça? Chaque conteneur que le port, que la SGS scanne, il est prévu ici, au dernier annexe, que l'État du Cameroun, pour chaque redevance perçue, une royalty de 10 000 francs sera reversée par SGS au gouvernement. Qu'est-ce qu'on reverse au port? Parce qu'on est sur le territoire du port. Rien. Qui a signé ça? Wafo a raison de s'indigner. Mais j'ajoute, comment on peut signer un contrat entre le gouvernement et un opérateur privé et le Parlement n'a rien à dire dans ce contrat? Personne à l'Assemblée nationale n'a été mis à contribution pour lire et ordonner la ratification ou la signature. Maintenant, je vois que le contrat dit que, moi je ne savais pas, c'est vous qui êtes les juristes. L'article 3 de ce contrat dit que d'entrée, parle de l'entrée en vigueur du contrat. On dit dedans, ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Le contrat a été signé en 2015. En 2015. Ça veut donc dire qu'il est entré en vigueur. Puis dans le contrat, on dit que la durée du contrat, ce contrat restera en vigueur pour une durée de 10 ans, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Ça veut donc dire que le contrat est entré en vigueur. Le scanner est entré en vigueur en 2022. Voilà, donc ça veut d'abord dire que le contrat est entré en vigueur, mais il n'entre pas en vigueur. Il attend le dernier scanner pour entrer en vigueur. Et dans le même document, l'annexe 3, la lettre, pas l'annexe, la lettre que le nouveau ministre, parce que tout ça est signé par Alamine Ousmane, mais puis voilà, et puis un autre ministre arrive, Botazé, qui signe une instruction 00176-77 le 19 novembre 2025. Et là, lui, il dit que le 6, contrat d'investigation par scanner, signé le 2 mars 2015 pour une période de 10 ans, entré effectivement en vigueur le 11 avril 2022. C'est lui qui dit que c'est entré en vigueur. Quelque chose qu'il a trouvé. Il continue, correspondant au jour du lancement de l'exploitation du 4e scanner. Arrive à échéance le 11 avril 2032. Puis, je commence à voir qu'au fur et à mesure qu'il parle, une nouvelle société apparaît. Il dit
que le contrat c'est entre le gouvernement du Cameroun et la Société Générale de Surveillance SA. Puis il dit ici maintenant que c'est Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc Moutazi a introduit une autre société à lui. Scanning, SGS Scanning Cameroun SA est responsable de la maintenance, du transport, de l'assurance, des charges d'exploitation des scanners mobiles et fixes. Donc, Moutazi a amené une nouvelle société. Parce que à la mine, fait un contrat avec Société Générale de Surveillance, SA. Mais celui-ci, lui, il introduit Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. C'est trop compliqué. Ça regarde le gouvernement et ses membres. Qu'est-ce que le port fait ici dedans? Le port dit simplement que vous venez opérer dans mon territoire, voici ce que vous devez me faire. En vertu de quoi les contrats qu'on signe avec la SGS au profit de la douane empêcherait le directeur général du port de scanner pour son propre compte les conteneurs et toutes les autres marchandises qui transitent par un espace dont il a la direction. Vous allez chuter Limbelo. Pourquoi ça gêne les gens que le port sache quel est le conteneur qui entre dans un bateau, que lui il manutentionne pour faire entrer dans le bateau? Quel est le conteneur qui sort d'un bateau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour que lui, le directeur général du port, fasse payer à l'importateur ou à l'exportateur les droits qui reviennent au port, pas à la douane. La douane peut faire ces choses, allez signer vos choses avec qui vous voulez, comme vous voulez, laissez le port décider s'il veut aussi mettre son scanner. C'est compris. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi deux opérateurs qui n'ont rien, ils ne veulent pas travailler ensemble. La douane ne veut pas travailler avec le port. Mais que la douane installe ces choses même en dehors du port. Installez vos scanners là à la sortie du port. Là, on sort du port, on entre à la douane. Mais si vous êtes à l'intérieur de la douane, du port, vous êtes Camerounais, vous êtes la douane camerounaise, vous avez votre espace à l'intérieur du port. C'est normal. Mais l'opérateur que vous avez choisi, qui s'appelle SGS, lui, il est un Suisse. S'il installe ses équipements au port, il doit payer des redevances au port. C'est tout ce qui dérange les gens actuellement. C'est compris, Limbilobé. On passe la parole à Chantal Roger Tulé. Chantal, il y a un autre débat qui est né sur cette affaire de gestion du scanning du côté du port autonome de Douala. Beaucoup pensent qu'il est temps de nationaliser entièrement ce port. Et Limbilobé vient de le rappeler, la SGS est une société de droit suisse, apparemment transatlantique est une société de droit camerounais. Alors, vu sous cet angle-là, est-ce qu'il n'y a pas également matière à réflexion? Transatlantique est sans doute une société de droit camerounais. Je voulais féliciter M. Idriss Beye, qui en est le directeur général adjoint, qui est le petit frère du directeur général du port autonome de Douala. Ça fait partie du débat? Je dis, je voulais féliciter. C'est Transatlantique a bien un directeur général adjoint qui est M. Idriss Beye, qui est le neveu, il me semble, mais de vous ne monsieur félicitez pas le directeur général de Transatlantique. Transatlantique. Non. Ma question, votre question, moi j'en viens et je commence à féliciter des Camerounais. C'est quand même curieux de commencer à féliciter le DGA sans féliciter d'abord le DG. De même que je peux féliciter le représentant départemental du football, de la FECAFOOT de l'Est, qui se trouve être M. Njampir, qui est le petit frère du DG de la port autonome de Douala. Voilà. Donc je félicite qui je veux, c'est le DG du port autonome de Douala. Son petit frère, c'est le représentant de la FECAFOOT pour l'Est. Vous voyez, on peut féliciter des gens. Votre émission, tiens, c'est libre expression et libre félicitation. Alors, non pour le port, il faut recentrer les choses, Au-delà de l'amalgame, des passions et tout, il faut recentrer les choses. J'ai à côté de moi un professeur d'université qui s'occupe de cela, entre autres. Monsieur le professeur était à l'université enseignant.
puis par son bagou, puis par ses connaissances, son savoir, a été proposé vice-recteur. Je lui souhaite de devenir recteur. Mais ceci est proposé, est proposé par le premier, d'abord les services de son ministère, ensuite par le Premier ministre, et cela va au palais de l'unité pour l'essentiel, qui ratifie. C'est donc la position du gouvernement. Monsieur Onangine est donc le représentant du gouvernement à l'université de Yaoundé. Quand il pose des actes au sein de l'université, c'est le représentant du gouvernement, détenteur de la signature et de son ministre, et du Premier ministre, et du chef de l'État. Monsieur Cyrus Ngor est donc un directeur parmi les autres, nommé, proposé. C'est un produit de l'ENAM, né à Garoua, originaire de Messamena. Aujourd'hui, ça fait 9 ans, 5 mois et 16 jours qu'il est DG au port autonome de Douala. Vous allez voir pourquoi. Je veux demander pourquoi c'est seulement maintenant cette affaire de Atlantique et SGS qui est là depuis 2015. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce débat? J'étais en train de préciser qu'il n'est qu'un directeur parmi les autres. Des finances, du Premier ministère, qu'importe, mais directeur. Avec la signature du Premier ministre, l'accord du Premier ministre qui a présenté le dossier, qu'il a proposé au chef de l'État. Monsieur Parfait Haïssi est journaliste à Info TV, mais est nommé directeur des rédactions, directeur des livres, par Monsieur Mvan, qui en est le directeur. Monsieur Parfait Haïssi ne peut donc pas faire ce qu'il veut dans son plateau sous prétexte qu'il en est le patron. Nous parlons là d'une question de hiérarchie et des normes. C'est qui Monsieur Cyrus Ngor, sinon le directeur du port nommé par le chef de l'État, le Premier ministre et son ministère qui a préparé le dossier. Alors, qu'est-ce que vous voulez démontrer de manière un peu plus claire? Que tout simplement, c'est le président de la République, à travers le Premier ministre, à travers le ministre des Finances, qui a signé avec SGS. Monsieur Cyrus Ngor n'a aucun pouvoir, aucun droit, aucun devoir, si on parle de devoir, d'essayer même de remettre seulement en question la signature du gouvernement. C'est ce qu'il vous dit, le Premier ministre, chef du gouvernement. Et si M. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala, vous présente également une autre documentation où il a d'ailleurs été dans cette réunion au palais, c'est-à-dire à la présidence de la République, au sortir de cette réunion à la présidence de la République, où il a reçu les hautes instructions, lettres en main, disant que le président de la République a demandé que SGS se mette de côté au profit de Transatlantique. Est-ce que M. Ngor peut aussi présenter ce genre d'argument? Que je vous réponde froidement. Oui. C'est un faux document s'il existe. Ah bon? C'est une fausse argumentation si elle existe. Le général... Parce que le président Biya... Je veux parler? Le général s'est trompé. Je peux parler. Allez-y. Le président Biya, dont je ne suis pas un fervent supporter, est un monsieur qui connaît les textes. Vous allez contre Biya sur tout ce que vous voulez, mais monsieur Biya connaît les textes, a toujours agi par les textes. Vous parlez du général. Le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Particulier. Est-ce que vous avez lu le texte comme moi, qui était dans les réseaux sociaux, immédiatement après signature, qui s'adressait au ministre de la Défense, en quels termes? Nous vous transmettons, juste pour lecture, sans demander votre avis. C'est écrit comme cela. Le président Biya, je vais vous montrer. Oui, je ne veux pas passer du temps aux gens et du coup, ici, d'ailleurs, il y a un seul présentateur, M. Elimbi. J'ai beaucoup d'amitié. Je ne vous autorise pas à parler quand j'ai mon propos. Je n'ai pas intervenu dans votre propos. Vous n'avez pas, Monsieur l'émission. Moi, je veux mettre de votre allégation. Elimbi Lobé, vous allez permettre que Chantal Roger puisse chuter. Allez-y, Chantal Roger. Alors, le chef d'état-major, comme je parlais tout à l'heure de la hiérarchie des normes, fut-il du BIR, dépend du ministre de la Défense. S'il y a un texte du chef de l'État, M. Biya, qui connaît les normes, qui connaît les textes, s'adresse au ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Défense qui transmet. De même, celui qui commande les douaniers, c'est M. Motazé, qui est ministre des Finances et qui est membre du gouvernement. Quand on a établi et rétabli tout ceci,
Le reste n'est que magouille, transpiration, tentative de filouterie et bagarre pour la succession de M. Biya. Le port autonome de Douala, vous allez voir, il me semble que je suis plutôt intelligent, c'est pour ça que vous m'avez invité. Il me semble que je suis président national d'un parti politique légalisé en 2015. Je parle donc au nom de mes militants et j'avais précisé que M. Biya, dont je ne suis pas un fervent supporter, est un monsieur qui connaît les textes. Il est de lui, comme de un de vos amis, que vous avez reçu ici en Grand Pont, M. Etofis, qui n'est que président d'une fédération d'un pays qui en compte une centaine. M. Ngo est directeur d'un pays qui en compte des centaines. Et M. Biya, à travers son ministre, M. Alamine ou M. Moutazé, a signé que l'homme qui s'occupe du port, c'est bien SGS. Et ceci depuis 2015 jusqu'en 2032. Ce n'est pas à un directeur général de remettre tout ceci en question. Sauf si ce directeur général est un analphabète, je veux supposer qu'il n'en est pas. Voyez, vous m'avez demandé de chuter avant que je suppose que ce soit mon dernier temps de parole pour cette affaire malheureuse. Quand vous rentrez dans un pays qui veut se développer, comme le Cameroun, vous passez des accords. Le Cameroun en a passé un avec une foultitude d'étrangers. Il y a quelqu'un qui gère déjà, quelqu'un a parlé de Kribi ici, le port de Kribi. Il me semble que c'est Atlantique. Et je félicitais le directeur général adjoint pour sa brillante nomination, M. Idriss Beye, qui par ailleurs est un proche parent de M. directeur général. Suffisamment dit, hein. C'est mon temps de parole, je peux le dire. Et il me semble que M. Cyrus Ngor, produit de l'ENAM, membre du ministère des Finances, fonctionnaire, quand il s'oppose à ce que M. Moutazé a dit, c'est de l'insubordination, ni plus ni moins. Très bien. Fadima, qui est très brillante, m'expliquera si à 60 ans, on n'est pas encore en retraite au Cameroun. Chanteur Roger Tchule, vous avez d'autres débats. Hein? Alors, on passe la parole au professeur Mathias Eric Onangini. Professeur, à un moment donné, nous avons la nette impression que ce qui se passe du côté du PAD est une affaire de droit. À un autre moment, nous soupçonnons que c'est une affaire purement politique. À un autre moment, pour terminer, nous avons aussi l'impression que c'est une affaire aux grands enjeux. L'analyse du politologue. Merci de me donner la parole. Cette affaire, elle est tout cela à la fois. Il y a du droit, il y a de la politique, il y a de l'économie et il y a de la stratégie. Je serai, pour des raisons de pédagogie un peu long, permettez-moi, pour que les téléspectateurs comprennent, de vous lire la Constitution, deux références, deux articles. Allez-y. L'article 5 et l'article 10. Article 5 de la Constitution, dans le chapitre 1, qui s'appelle du président de la République. Article 5, 1, alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. Alinéa 2. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Ce qui est important à retenir ici, c'est que sur la base de cet article, le président a ce qu'on appelle un domaine réservé. C'est-à-dire qu'en plus des dispositions constitutionnelles, il y a des conventions constitutionnelles qui lui assurent un domaine réservé pour ce qui a trait à la diplomatie, pour ce qui a trait à la garantie de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence, de la continuité de l'État qui se fait notamment à travers la défense et la sécurité nationale. Personne ne peut entrer dans ce domaine réservé. Article 10. Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions,
il met fin à leurs fonctions, il préside des conseils ministériels. Ce qui signifie que le conseil ministériel n'est pas une institution obligatoire. Des conseils ministériels, pas le conseil ministériel. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Alinéa 3, en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cas d'une délégation expresse. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout cela veut dire que ceux qui évoquent des questions de hiérarchie des normes ne doivent pas prendre la hiérarchie des normes au milieu. Il y a eu dans cette affaire des hautes instructions du président de la République. Et on le sait dans la pratique administrative que le secrétaire général du président de la République peut se voir délégué pour un certain nombre de dossiers. Il peut recevoir une délégation de signature. Et ce décret, il existe bel et bien. À partir de ce moment, si quelque chose est établi dans le cadre de cette délégation de ces signatures et dans le cadre des hautes instructions, et concernant une question qui a une dimension de sécurité et de défense nationale, ça relève du domaine réservé du président de la République. Ça veut dire qu'en termes de hiérarchie, c'est le président qui passe évidemment avant le Premier ministre. Et tant que le président de la République n'a pas contesté que ceux qui se prévalent de ces hautes instructions ont en quelque sorte commis de fausses hautes instructions, ces hautes instructions sont pertinentes. Pour qu'elles ne le soient pas, le président de la République doit dire que monsieur le secrétaire général de la présidence de la République s'est prévalu des hautes instructions du président de la République. Or, il n'en a pas reçu autorité. Très bien. Ce n'est pas fini. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allons-y. Maintenant, comme disait, il ne faut pas ne brouiller pas. Vous avez parlé, monsieur, il faut un peu de courtoisie. Vous avez parlé, on vous a écouté. Le problème, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, viennent défendre des intérêts parallèles. Le directeur général du port autonome de Douala est le commandant général de la place portuaire de Douala. Personne ne peut intervenir dans cette place portuaire en dehors de l'autorisation du directeur général du port autonome de Douala. Et lorsqu'on intervient à l'intérieur du port autonome de Douala, il faut évidemment respecter les règles qui s'appliquent à cet espace. Et c'est simplement ce qui est demandé à cette société, qui ne peut donc pas se prévaloir du fait que on a donné des directives pour venir entrer de n'importe quelle manière dans le port autonome de Douala. Non. D'autant plus que cette affaire que vous voyez là n'est pas initiée par le port. C'est initié par qui? Vous avez parlé du chef d'état-major particulier. Le chef d'état-major particulier du président de la République n'entre pas là-bas n'importe comment. Il y a eu des hautes autorités militaires qui ont souligné leurs préoccupations par rapport à ce qui se passait en matière de scanning au port autonome de Douala, en disant que ça pouvait susciter des problèmes de défense et de sécurité nationale. Et là, on est dans le domaine réservé du président de la République. Et puis, comme je vous ai dit l'autre jour, vous imaginez, connaissant les rigueurs de la discipline militaire et de la réglementation militaire,
un chef d'état-major particulier du président de la République, officier général, se lever comme cela, commencer à écrire dans tous les sens, sans qu'il ait au préalable eu les agréments et les autorisations nécessaires? Vous croyez vraiment que c'est possible? Tout est possible au Cameroun. C'est ce que vous voulez faire croire. Et on comprend pourquoi, Monsieur Ouafo. Tout n'est pas possible au Cameroun. Tout est possible. Tout n'est pas possible au Cameroun. Professeur Olenguini, vous allez chuter avec une question. Hein. Oui. En ce moment, quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Puisque visiblement, les informations en ma possession font état de ce que c'est Transatlantique qui exerce au port autonome de Douala. Le regard qu'il faut... Le bras de fer continue. Le bras de fer, si vous voulez l'appeler comme ça, peut continuer. Mais il n'y a même pas en réalité, sur les bases normatives, il n'y a pas de bras de fer. Comment ça, il n'y a pas de bras de fer? Mais le président de la République, je dis monsieur, est-ce qu'il travaille? le président de la République est une autorité supérieure au Premier ministre chef de gouvernement. Pourquoi le Premier ministre chef du gouvernement a semblé recadrer le président de la République? Vous vous imaginez alors que, bon, supposons que ce soit ça. Bon, vous attendez. Vous pensez aussi, je vais parler comme toi, hein, je vais parler comme toi. Vous pensez aussi, connaissant la rigueur, connaissant la norme administrative, qu'un Premier ministre, chef du gouvernement, peut aussi se lever comme ça un bon matin, prendre aussi une décision? Monsieur Aïssi, oui, il y a une hiérarchie des normes. Il y a une hiérarchie des autorités. Le président de la République est au-dessus du Premier ministre. Le président de la République peut agir par le cadre de hautes instructions. Le président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions. Le Premier ministre, je dis, attendez, le président de la République peut déléguer certaines de ses hautes fonctions. Et je dis, et je répète, tant que le président de la République lui-même n'est pas venu nous dire que les hautes instructions qui ont été prises sur l'affaire précise de la SGS ne sont pas de lui. Ces hautes instructions sont pertinentes. Ce n'est pas un sujet. Est-ce que M. Ziringo peut mettre fin? Est-ce que j'ai fini de parler? Est-ce que j'ai fini de parler? M. Ziringo peut nommer Atlantique. Est-ce que j'ai fini de parler? Le débat il ne commence pas ici. C'est un autre débat. Ce n'est pas un autre débat. C'est un autre débat. Non, monsieur. Est-ce que M. Ziringo peut mettre fin? Non, monsieur. Ce n'est pas un autre débat. Ce n'est pas un autre débat. Il n'en a pas le droit. Monsieur, ici, il me laisse finir. Il va parler après. Avec Atlantique. Il en avait le droit. Non, il n'en a pas le droit. Ça fait 15 minutes qu'il parle. Chantal Roger, pas bien. Le professeur chute et quelqu'un de je dis, le problème du positionnement de M. Tulle. Monsieur Tulle, attendez, ce n'est pas ça. Laissez-moi parler. Est tout à fait Monsieur Tulle, Chantal Roger a toujours un positionnement hostile aux élites gouvernantes de l'Est. Ah bon? Ça, c'est connu. Ah bon? Et pourquoi? Mais lui-même, il sait pourquoi. Je ne veux pas le psychanalyser. J'ai de bons amis là-dedans. Je ne veux pas le psychanalyser. Ce sont mes frères. Mais le fait que ce soit un jugement de valeur. Peut-être, mais c'est aussi un jugement. Je vous dis une chose également. Monsieur a sans doute reçu une enveloppe du port. C'est ça. Vous voyez, c'est un jugement. C'est ça. Vous voyez, c'est un jugement. Nous sortons. C'est ça. On a suivi Chantal, on a suivi le professeur Olenguini. Je passe la parole aux autres, hein, notamment à José-Marie Lundu et par la suite à Fadibatou, qui ne sont pas là pour le décor. Alors, José-Marie Lundu, la semaine dernière, on a suivi avec beaucoup d'attention, sans doute également beaucoup d'intérêt, vos interventions. En ce moment, est-ce que nous pouvons dire que la sortie de crise du côté du port autonome de Douala, c'est pour demain? Je voudrais peut-être pas trancher, non? Ce serait trop prétentieux. Mais j'ai la chance et l'avantage de m'être déplacé. Je suis allé au port autonome de Cette Douala. semaine? Cette semaine. Et vous avez rencontré qui? Et j'étais en enquête. Pour voir ce qui se passe là-bas. Et je ne veux pas rentrer dans le débat
universitaires ou scolaires ou même d'intellectuels. Moi, je suis journaliste d'investigation. Je suis allé voir ce qui se passe à Douala parce que on nous a dit que le Premier ministre, c'était les dernières recommandations, avait écrit et que le directeur général du port avait effectivement invité la SGS. Nous avons les documents. Voilà. Donc, et que bon, il y a aussi la SGS a essayé de recadrer un peu l'ordre du jour. Pour être au même niveau de compréhension, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la répétition est la mère des sciences. Oui. Le directeur général du port autonome de Douala, après la réunion à la primature, a écrit une note adressant au directeur général de Transalactique, madame le directeur général, pour lui demander de venir assister à la réunion que lui devait présider. Et au niveau de cette lettre, oui, directeur général de SGS, et au niveau de cette lettre, il lui donnait déjà le canevas de travail. C'était l'ordre du jour. Notamment en ordre du jour. Ouais. Et sur l'ordre du jour, il y avait un point où il y avait de revoir la négociation, pour ne pas parler de contrat, entre guillemets. Madame le directeur général a répondu à monsieur le directeur général du port, lui faisant comprendre que non, ils ne sont plus là pour venir faire un débat sur quoi que ce soit. Eux, ils sont là simplement pour continuer leur travail et sur les directives du Premier ministre. Alors, qui coince, qui bloque le débat? J'étais donc là-bas. Je vous dis, j'étais à Douala. Et, bon, d'abord, sur le plan pratique, oui. Ce que j'ai vu à Douala est scandaleux. J'ai vu 4 scanners qui sont de véritables tunnels qui reçoivent des camions. Il y a un scanner à l'entrée, à droite, à l'entrée du port, lorsque vous rentrez par la place de l'UDEAC, par où passent les conteneurs qui vont à l'export, donc qui scannent. Et il y a 3 autres scanners à l'intérieur du port, quand vous repartez. Il y en a 3 de la même dimension qui sont chargés, effectivement, de scanner les conteneurs qui sortent des bateaux. Alors, j'ai posé la question. Qui transporte les conteneurs? C'est la logistique du port autonome de Douala qui transporte les conteneurs vers le scanner. Donc, le SGS n'a rien à voir avec... La SGS reçoit des conteneurs qui viennent de la logistique du PAD. Donc, SGS n'a rien à voir. Lorsqu'un conteneur passe en dehors de SGS, ça veut dire que le PAD ne lui a pas donné. Comme en ce moment, ils sont en train de passer par un autre canal qui est celui de Transatlantique. Quand vous allez à Douala, monsieur Lembi, vous êtes là-bas, vous allez regarder ça. Et les gens me disent, bon, ici, parce que j'ai posé la question de la sécurité, ils disent que non. S'il y a un problème de sécurité, nous avons formé 687 douaniers. C'est eux qui opèrent sur les scanners. Il n'y a pas un blanc ou un français, un suisse dedans, qui fait des combines. Et que ces scanners sont en 3D, c'est-à-dire 3 dimensions, qui permettent que vous voyez le conteneur en grandeur nature. Si des voitures, vous les voyez, etc. Mieux, Yaoundé, la douane de Yaoundé, a une salle où dans les 2 minutes qui suivent, les mêmes images lui parviennent. Et ces images sont stockées, toutes ces images sont stockées dans une base de données. L'image, le connaissement et le rapport. Donc pour nous, on ne peut pas comprendre qu'on nous dise que nous avons laissé passer un conteneur avec des armes ou des choses comme ça. Mieux, je vais dire à... C'est pas qui parlait de la sécurité. Le port autonome, à mon avis, le vrai problème... Ce qui veut dire c'est totalement faux. Je suis allé voir l'opérationnalisation. Après la réunion, les réseaux sociaux nous ont dit qu'il y a une paix de braves. Comment? Bon, en langue française, ce que moi je comprends par peu de braves, c'est que nous avons discuté, nous avons arrêté un canevas de travail que nous allons mettre en marche. Mais ce qui se passe à Douala, c'est quoi? C'est que comme le port autonome est propriétaire de la logistique,
il a sevré de travail, la SGS, s'est dit, restez donc là, moi je fais scanner par ma transatlantique. Et monsieur, transatlantique, c'est 3 petits véhicules. J'ai vu donc près de 1 kilomètre de conteneurs pour passer devant ces 3 petits véhicules. C'est vérifiable. Vous allez à Douala demain, vous allez voir ça. Incroyable, ces 3 petits véhicules qui ne peuvent pas gérer, juguler cette masse. C'est toute la sous-région qui est bloquée, qui passe par là. Et c'est la question que je pose en ce moment. Monsieur Wafo, je suis sur les plateaux de télévision depuis près de 30 ans, 40 ans. J'écris des articles, j'ai 68 ans. Ceux qui sont aux affaires au Cameroun ne sont pas plus intelligents que moi. Il ne faut pas qu'ils se prennent pour des... Mais on ne peut pas déranger un pays comme ça. Le pays a des problèmes. Vous savez que la CEMAC a des problèmes en ce moment. Parce que la TCI, la taxe communautaire intégrative, ne peut pas être collectée. Quand vous avez ce genre de retard, quel est le problème? Alors, on évolue. Vous avez un président... Joseph Marie Loulou, on évolue. Bien ce qu'il dit, on évolue. À votre niveau, puisque vous avez mené des investigations, tout comme nous autres, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise, c'est clair. D'abord, il faut qu'on sache que quand il y a un conflit normal, un conflit même de compréhension des textes, c'est normal. D'ailleurs, quand vous écoutez Mathias, quand vous écoutez les gens, vous vous rendez bien compte que nos textes ne sont pas parfaitement maîtrisés, ou alors ne sont pas compris de la même manière par les uns et les autres. Ils sont tordus. Encore que ces textes qui ont été faits avant les processus de démocratisation et tout ça, n'avaient pas prévu la présence actuelle de tout un peuple, parce que dès qu'un papier sort 5 minutes après, il est dans l'opinion. Donc il y a tellement d'interventions aujourd'hui qu'il n'est plus facile aujourd'hui de manipuler. Donc alors, la question c'est, est-ce que les hommes d'État sont à leur place? Est-ce qu'ils sont à la place des... Est-ce qu'ils pensent au Cameroun? Voilà. Lorsque tu décides par exemple de bloquer, quand tu bloques, tu dis bon, je ne vous donne pas le travail. Vous avez, et pourtant ils ont 4 scanners fixes. Bon, alors vous avez les scanners fixes et vous avez les mobiles. Mais mon cher, pourquoi ne pas mettre les deux ensemble? Si c'est un problème Est-ce que le PAD a refusé ça? Alors, le directeur général de décider la réunion, ce que vous souhaitez. vous savez pas à lui de proposer ça. Il n'est que le directeur du PAD. pour atteindre les accords de l'OMS. Le problème, c'est ça, il n'a pas le droit de le proposer, ce n'est pas à lui. S'il vous plaît. Chantal Roger, permettez que José Marie puisse aller au bout de sa pensée. Chitons José Marie. C'est très belle. Vous avez entendu parler des accords du GATT qui ont abouti aux accords de l'OMC? Ça s'est passé par ce qu'on appelle les Uruguayans. C'est-à-dire que aucune négociation ne se fait en un jour, Mathias. Nous sortons de la boîte, on dit ok, on s'entend, on vous remet au travail. Alors, que nous ayons donc 2 entreprises parlant du scanning au port autonome, SGS d'un côté et Transatlantique d'un côté. De l'autre. Mais donc vous avez au niveau de la formule 50-50. il y a un qui est... Non, c'est même pas ça, c'est la complémentarité. Il y a un qui est sevré en ce moment. SGS. On lui refuse de travail. Qui décide? La logistique, le port autonome de Douala. C'est-à-dire le DG et la raison pour il n'en a pas le droit. La question suivante. Pourquoi ils vous disent que nous devons de l'argent? Or, dans nos contrats, nous versons des royalties À qui? au ministère des Finances. Voilà. Avec qui nous avons signé le contrat. Merci José Marie. Or, j'ai vu la répartition de ces royalties, effectivement. Ceux qui avaient fait ces répartitions, je n'ai pas vu taxe du port dans la répartition. Non. Est-ce que c'est normal? Maintenant, même si ce n'est pas normal, ok? On applique. Non, attendez. Même si c'est pas normal. On constate déjà l'anomalie. En matière de négociation, c'est ça. On constate l'anomalie. Dans un procès verbal, on relève l'anomalie. Et on dit au ministère des Finances, qui prélève d'ailleurs tout, ce n'est pas seulement au port. Hein. Il prélève la CRTV, il prélève le truc de l'emploi, il prélève le foncier, il prélève tout. C'est compris. Le problème, c'est le ministère des Finances. Dans le truc... C'est compris, José Marie. On va passer... On vous a compris. Laisse-moi finir. Vous parlez de plus là. Donne-moi une minute, s'il te plaît. C'est-à-dire que... Il n'a pas encore fait 15 minutes. Je ne voudrais pas que Elimi prenne ça à la Comme mon voisin de droite. Pas du tout, au contraire. Parce que ce n'est pas juste un problème du ministère des Finances, c'est un problème de fonctionnement de l'État. Ce qu'on appelle la caisse unique, le trésor, prend tout l'argent. Et c'est lui qui est donc chargé. Maintenant, il faut que
dans la négociation, donc on s'entende. Il y a madame qui est aux finances qui peut nous expliquer ça. Il faudrait qu'on s'entende. Si c'est nécessaire, si elle peut, j'espère que vous pouvez. Ok. Il est donc question. Soyez des finances. Alors, il est question qu'on se dise, bon, voilà, il y a la cagnotte de temps. Le port autonome est un opérateur, c'est même l'opérateur central. Mais donnons-lui un pourcentage dans cette affaire. C'est tout. Mais ne bloquons Ce n'est pas à lui de décider. Tout un commerce, non. Des recettes Merci, c'est compris. Fadima Tou, voilà. s'il vous plaît, Fadima Tou. Au Cameroun, nous faisons comme si cette affaire de scanning au niveau des ports est mystique, ou alors que ça commence avec le Cameroun. Ça se passe dans tous les pays du monde et qui ont accès à la mer. Pourquoi ailleurs, apparemment, ça se passe mieux, mais au Cameroun, nous passons des semaines, voire des mois, pour une simple affaire de scanning dans un port. C'est quoi le problème en réalité? Ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est que l'affaire PAD EGS s'inscrit comme un cas d'école en matière de management des organisations et la relation intergouvernementale, parce que quand vous observez, il y a plusieurs acteurs, comme l'expliquait le professeur Eric Mathias Onangini. Mathias Eric, oh, j'y arrive, Onangini. Mais au-delà de tout cela, nous pensons que les conflits existent parce que les hommes existent. Et ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas un cas isolé, parce qu'au Nigeria, il y a eu le même problème en 2013. Le problème de souveraineté dans le contrôle de ce qui entre et sort dans les ports. Ça s'est passé en 2013. Il se trouve qu'il y avait aussi EGS là-bas. Le Nigeria voulait rompre le contrat avec EGS. Il y a eu des batailles. Au niveau du Ghana, en 2020, il y a eu ce même problème à Madagascar, en Indonésie. C'est pour dire que c'est des problèmes qui existent. On ne serait fait comme si le Cameroun était en train de tomber, le ciel était en train de tomber sur le Cameroun. vous pensez que comparaison est raison? Parce que des gens ne parviennent pas à s'entendre sur des principes. Est-ce que ce spectacle, selon vous, est bon, beauté des spectacles, peut-être pour les uns c'est beau, pour les autres c'est pas beau. Et pour vous, il est comment? C'est relatif. Lorsque nous revenons sur la sortie du Premier ministre et la réaction du DG, du PAD, parce que au-delà de la hiérarchie des normes, nous savons qu'il y a aussi le principe de hiérarchie et de subordination. Le fait que le directeur du PAD ait cherché à rencontrer Madame SG. La SG du EGS, nous pensons que c'était une façon de répondre favorablement aux injonctions ou bien aux indications du Premier ministre qui, lorsqu'on essaie de voir pour les deux cas, reste supérieur hiérarchiquement aux deux, dont les deux devraient en principe se rencontrer, essayer de se parler, afin de formaliser la coordination qui devait exister entre le port et EGS. Donc, bon, les informations qui nous viennent ci et là, nous n'avions pas été sur le terrain. Nous pensons que c'est des problèmes des hommes. Ils finiront par... Pour le cas d'espèce, vous avez l'impression que c'est SGS qui a donc bloqué la négoce? Bon, je ne sais pas. Je sais quand même que les correspondances qui nous sont parvenues par les réseaux sociaux, parce qu'il paraît qu'il y a une forme de communication, tout passe par les réseaux sociaux maintenant, indiquaient qu'il récusait un point à l'ordre du jour. Est-ce que le fait d'avoir récusé le point à l'ordre du jour indique qu'il n'a pas participé à la réunion? Je ne sais pas. S'il y a eu réunion avec le PAD, probablement ils sont sur une voie de sortie. Et comme le disait le professeur tout à l'heure, en tout état de cause, il va bien falloir un arbitrage. Et l'arbitrage... Pour le cas d'espèce, qui doit même encore arbitrer? Puisqu'on a vu... Attendez, Madame Bongono, on a vu les hautes instructions répercutées par le chef d'état-major particulier du chef de l'État, qui ont été bottées en touche avec une nouvelle orientation à la primature, malheureusement, qui ne s'applique pas aussi. Qui finalement devra arbitrer? Nous pensons que la gestion des affaires, moi je considère ça comme une affaire administrative. La gestion des affaires administratives peut avoir plusieurs paliers. Vous le dites bien, il y a eu des autres instructions qui auraient été répercutées au ministre de la Défense par le général.
Mais vous vous rendez compte, quand vous prenez la chronologie, la personne qui intervient en dernière position, qui est le prolongement également du pouvoir exécutif, le Premier ministre, nous ne pensons pas qu'il se soit levé un matin. Et vous comprenez quelque chose dans cette cacophonie? Nous estimons que, Monsieur Parfait, ici je vais y arriver, nous estimons c'est une affaire d'hommes, et c'est une affaire, et les hommes sont là pour résoudre des problèmes. Et ils vont arriver à un terrain attendez, d'entente. votre expression peut être polysémique. Hein? Si c'est une affaire d'hommes, ça peut être dangereux. C'est un problème d'hommes. Les humains, et non une affaire d'institution. Les humains, s'il vous plaît, les humains peuvent avoir des malcompréhensions des situations. Ou bien peuvent avoir des malentendus dans la compréhension des situations. Est-ce que justement parce que c'est une affaire d'hommes que ça coince? Permettez. Les humains peuvent avoir peut-être des quiproquos dans la compréhension de certaines situations. Et nous pensons que par la force des échanges, par la force du dialogue, par la force d'éclairage, ils peuvent arriver à un terrain d'entente. Pour le cas d'un État, lorsque toutes les voies de recours n'ont pas donné la solution, en fait, la porte de sortie au problème, il y a un arbitrage. L'arbitrage ne peut venir Vous ne faites que dire il y a un arbitrage. Et moi, je vous ai posé une question. Qui doit arbitrer en ce moment? Qui est dépositaire du pouvoir souverain à lui donné par le peuple. Donc le président de la République. En ce moment-là, nous pensons qu'il va siffler. Et pourquoi il ne parle plus? La gestion des États, ce n'est pas comme la gestion d'une épicerie. Entre-temps, on vous dit que c'est bloqué ou pas? Bon, on nous a dit. Vous y êtes allé? Oui. Ok, c'est sa parole contre la parole de beaucoup d'entre ici. Non, il a dit, monsieur Limbi tout à l'heure, permettez, tout à l'heure, monsieur Limbi nous indiquait un paragraphe, vous lui avez dit, nous vous faisons confiance. Oui, c'est ça, parce qu'il lisait, lui au moins s'il lit. J'ai déjà le paragraphe que je vais lire tout de suite. Voilà, vous nous avez dit que vous étiez au port. Les vidéos. C'est vrai. Nous avons les mêmes paragraphes. Permettez. Sans les lire ici. Permettez. Les permettant à madame d'aller au bout de sa pensée. Je vous ai écouté religieusement. Allez-y, excusez-moi. Nous comprenons que, pour certains, il peut arriver qu'ils soient contents que la chose s'enlise. Et vous parleront du grand soir. Il n'en est pas, ce n'est pas le cas. Le Léviathan a encore ce pouvoir d'arbitrer et il arbitrera parce que lui seul est garant de la sécurité et de la souveraineté de l'État du Cameroun. Merci. Il y a Elimi Lowe qui lève le doigt depuis bientôt 20 minutes. Je vais lui passer la parole sans donc lui poser une question. Et on fera un dernier tour du table. Je vous suggère tout humblement, très chers invités, d'être un peu plus précis, mais également concis. Allons-y, Elimi Lowe. Deux choses. L'article 2, alinéa 2 du contrat que le gouvernement du Cameroun a signé avec la SGSSA. La SGS agira en tant que prestataire de services indépendant du gouvernement et n'agira pas en tant qu'agence gouvernementale. Deuxième chose, article 2, alinéa 3, exclusivité. Durant la période de validité de ce contrat, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser d'autres prestataires ou sociétés pour fournir les services sur le territoire camerounais. Voici ce que le gouvernement a signé. Depuis 2015, je constate que Atlantique est accrédité par SGS. Et SGS ne s'est pas plaint d'une rupture de contrat. Deuxième et dernière chose. Pour le port, le contrat court à partir de la date de signature. 2015. Pour la SGS, le contrat court à partir du jour où il a installé le 4e scanner. 2022. Bon, je demande aux Camerounais, voici
les scanners ont été installés. Le premier en 2016. Le deuxième et le troisième en 2017. Il n'y a pas eu de bruit au Cameroun. Nous n'avons entendu aucun bruit ici. Et la SGS était au port de Douala, scanner avec 3 scanners. Puis elle a installé le 4e scanner. Puis on a commencé à avoir des problèmes. Et le Premier ministre est venu dire que le contrat de la SGS va se terminer en 2032. Alors que pour le port, le contrat de la SGS est terminé. En 2025. La question qui m'amène ici aujourd'hui, c'est entre 2015, date de signature du contrat, Et 2022. et 2022, date d'installation du dernier scanner, la SGS opérait en tant que qui? Elle utilisait 3 scanners avant. Elle recevait l'argent. Elle encaissait cet argent. Rien n'était versé au port. Le gouvernement recevait ses royalties de 10 000 francs par conteneur. Il y avait la paix partout. Transatlantique était à Kribi. Rien ne... Il n'y avait aucun bruit ici. Pourquoi quand le port dit que le contrat de la SGS est terminé, et si ce contrat est terminé, le port est fondé à dire que la SGS n'a plus à être sur la plateforme portuaire? Parce que ce n'est pas le ministre des Finances qui dirige la plateforme portuaire. Contrairement aux élucubrations des gens qui ont des comptes à régler avec Cyrus Ngo, mais de tout temps, Cyrus Ngo ne vient que d'arriver au port. Avant lui, 9 il y a eu... 5 mois et 16 jours. Oui. Il ne vient pas d'arriver. Il vient d'arriver. Au Cameroun, 9 ans, tu quittes. Avant lui, tu vas l'enlever. Tu vas l'enlever. Il ne vient pas d'arriver. Tu vas l'enlever. Tu vas l'enlever. Tu as même des soucis parce que son petit frère est directeur général de quelque chose. Non, je le félicite. Comme si son petit frère n'a pas le droit d'être un directeur général. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Mais je suis en train de terminer. Je termine. Laisse-moi terminer. Ce que tu fais là, c'est ce que tu as fait avec Mekoulou. Et il t'a gagné en procès. Donc, comme tu reviens sur les mêmes comportements, tu ne tires pas des leçons parce que tu es toujours du mauvais côté de l'histoire. Voilà. Je te rappelle donc Voilà. Je te rappelle donc que Voilà. la plateforme portuaire n'a pas deux chefs. On est descendu dans la rue. Oui, c'est toi qui nous amènes dans la rue, mais là-bas Je n'ai pas parlé. Tu vas perdre. Je n'ai pas parlé. La plateforme portuaire n'a pas deux chefs. Elle autorise la SGS à être là-bas. Bon sujet. Tant que le contrat de la SGS est en vigueur. Ça fait aussi 20 minutes que je l'ai vu. Et le malentendu que nous avons au Cameroun, c'est que pour le port, le contrat de la SGS est terminé. Et d'après ce qui est écrit ici, le contrat de la SGS est effectivement terminé. Maintenant, pour M. Motazé qui est arrivé après, il a créé une autre société. Il n'a jamais signé un contrat avec qui que ce soit. Cette société-là s'appelle SGS Scanning Cameroun. SA. SA. Cette société, en vertu de quoi? En vertu de quoi cette société se substitue-t-elle à la société SGS SA pour continuer le contrat qui n'est pas le sien? Cette société, la SGS Scanning Cameroun SA, il est convenu, M. Motazé a convenu. Pas tout le monde a Non, ça. tout le monde n'a pas lu ça. Tu n'as pas lu ça. Toi, tu n'as pas On lu n'est pas ça. dans une église ici. Tu n'as pas lu ça. Je dis que tu n'as pas lu ça. Tout le monde a ça. Tu n'as pas lu ça. Ils perdent du temps. Si tu avais lu ça, tu ne viendrais pas faire. Et avec la vieillesse, il ne sait pas lire en Tu public. n'as pas lu ça. Ils perdent du temps. Tu n'as pas lu ça. Voici Il va ce fouiller qui ça est pendant prévu. 1 heure de temps. Monsieur Motazé a prévu que sa nouvelle société à lui, SGS Scanning Cameroun SA, va installer le 31 septembre 2026 deux scanners Pauvre peuple. à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène.
nouveau. Qu'est-ce que ça apporte? Le 31 septembre 2026, 2 scanners à l'aéroport international de Douala. Qu'est-ce que ça apporte? Les 2 scanners mobiles à mettre à la disposition de la Direction Générale des Douanes. C'est un débat de témoins de joie. Premier scanner fixe au port de Douala, en remplacement du scanner qui avait déjà été installé. Le 31 juin 2027. Deuxième scanner fixe au port autonome de Douala, en remplacement de un autre scanner qui avait déjà été installé. Voilà donc ce qui se passe. C'est que la SGS Cameroun a cessé son contrat et M. Motaze a fabriqué un contrat qui vient remplacer subrepticement le contrat de la SGS suisse. Et cette SGS, nouvelle SGS, a des scanners à installer et on ne veut pas que Atlantique soit là parce que Atlantique est une décision du directeur général qui va embêter ce que M. Moutaze veut faire. Et c'est M. Moutaze qui vous envoie ici. Et c'est l'argent des Douala. C'est lui qui vous envoie ici. Qui viennent bouffer à Douala. Merci. Merci. C'est ça que vous êtes en train de faire. Non, calmez-vous. Calmez-vous. On vous a dit. Nous embêter avec des discussions de clocher. On vous a chaque pays en réglant avec les gens de l'Est. Réglez là-bas. Calmez-vous, Calmez-vous. Oui, je ne pas qui ne prend pas les s'il vous plaît. Permettez-nous d'avoir un débat très important ce matin. Je vous rappelle, au cas où vous avez oublié, c'est un sujet d'une importance capitale et qui concerne la République du Cameroun. Robert Waforo, vous reprenez la parole. Je suis là déjà pour des propositions de sortie de crise. Si apparemment les principaux acteurs n'ont pas de solutions, vous pouvez également les aider de par votre expertise. Que devons-nous faire pour que la quiétude revienne au niveau du port autonome de Douala, qui est non seulement stratégique pour la République du Cameroun, mais hautement stratégique pour la sous-région Afrique centrale? D'abord, puisque on parle du port autonome de Douala, c'est bien dit écrit Douala, donc c'est situé à Douala, tout à fait, dans le littoral. Si M. Elimi Lobé doit continuer dans ces mêmes singeries, il faut également qu'il demande que le directeur général du port autonome de Douala soit un Douala. Qu'il soit Douala. Pour le moment, je ne suis pas encore. Non, monsieur Elimi, permettez à Robert Wafo de parler. Personne je ne vois pas le rapport. Continuez dans votre logique tribaliste. Ce n'est pas ma logique. C'est toi qui as ta logique qui veut entrer dans la mienne. Laisse-moi dans ma logique, reste dans la tienne. Mais tu interviens dans la sienne. Non, je n'interviens pas. Je montre simplement qu'il dit faux. Permettez-nous d'avoir un bon débat ce dimanche. Vous dites faux. Allons-y, Robert Wafo. Il disait tout simplement que pour être logique envers lui-même, puisqu'il est devenu, il est de notoriété publique, il est un anti-bamileke primaire, qu'il demande également, en ce qui concerne les postes, que le poste de DG du port autonome de Douala revienne à un Douala. Maintenant, pour revenir sur... Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Monsieur Mathias Ouonan-Guiné a lu la Constitution. Et il a lu une disposition, je crois que c'est l'article 10, concernant le président de la République. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il peut déléguer sa fonction, réaliser au Premier ministre, et en cas d'empêchement du Premier ministre à un autre membre du gouvernement. Vous venez de dire ça. Répétez. C'est cela. Retrouvez ça là-bas. Allez-y, Robert. Vous n'allez pas me dire que vous êtes un bûcheur qui ne comprend rien. Autre chose, pour revenir au problème du port autonome de Douala. Le Premier ministre, je dis, a pris une décision régalienne. Une décision régalienne, c'est quoi? C'est un acte souverain émanant d'un État dans ses fonctions exclusives et fondamentales. Et ce sont ces décisions régaliennes qui fondent l'autorité et la souveraineté d'un État sur son territoire. Moi, je ne comprends pas dans quel pays au monde un directeur général d'une entreprise publique s'oppose à une directive émanant d'un Premier ministre, chef du gouvernement. Et quand il prend, quand il prend une décision,
régalienne, c'est la décision du gouvernement. Et les autres institutions. Et la seule personne hiérarchiquement et consciemment établie qui peut remettre en cause cette directive, c'est le président de la République. Jusqu'ici, le président de la République n'a rien dit après les directives du Premier ministre. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ça veut dire que c'est la SGS qui reste. Très bien. Et puis moi, je vais dire... Vous avez suggéré d'être précis et concis. Oui, pour chuter. Moi, je vais dire... Quelques mauvais lecteurs passés. Je vais dire une chose. Quand on prend l'article 51 du décret de 2011, barre 412, portant la réorganisation de la présidence de la République, il n'est écrit nulle part que le président de la République peut déléguer sa signature, n'est-ce pas, au chef d'état-major particulier du président de la République. De la République. Voilà. Pourquoi non, il ne peut même pas répercuter. Parce que quand on veut répercuter, généralement, c'est le secrétaire général, c'est écrit, secrétaire général qui écrit, qui dit sur votre intention et signe. Je vais poser une autre question. En République du Cameroun, est-ce qu'il n'y a que le secrétaire général, la présidente de la République, qui est habilité à répercuter les hautes institutions du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État est libre de demander à qui il veut de répercuter ces hautes instructions? Moi, je vais vous dire. Non, répondez à la question. Mais je suis en train de vous répondre. Oui. Mais il n'y a que le SGPR. Le ministre Motazé vient de signer pour le compte du Cameroun des décrets. Venant de la présidence de la République, la délégation, fait l'objet de signature du président de la République, fait l'objet d'un décret. Je n'ai pas parlé de signature. C'est quoi? C'est-à-dire répercuter les hautes instructions. Mais si vous répercutez et que demain le président de la République vous fait comprendre qu'il ne l'a jamais dit. Laissez-le donc le faire. Mais le Premier ministre... C'est vous qui contestez. C'est les réflexions à la place du président. Non, écoutez, je continue. Laissez-moi continuer. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. C'est une simple question d'éducation. D'éducation, c'est pour quelques-uns. Alors, ce que je M. Tulé et Wako soient maintenant des modèles d'éducation sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce qui vous prouve que le président de la République n'est pas entré en contact avec le Premier ministre? Même par appel. Oui, la preuve, c'est que il n'a pas dit à son chef d'état-major d'aller dire. Mais écoutez, monsieur Elimbilobe, quand vous parlez, personne ne vous interrompt. Oui, mais je parle même ça d'autorité. Je prends ça d'autorité. Je parle. Réponds-nous. Il y a des aînés de 10 ans. Qu'est-ce qui te prouve que le président de la République et des enfants de 80 ans. Premier ministre à son chef d'état-major d'aller dire que. Qu'est-ce qui te prouve? C'est moi qui parlais. Il faut le couper. Donc je suis en train de dire ceci. Le Premier ministre, Chief Dr. Joseph John Goutey, est connu comme un homme de tempérance et de pondération. Ah, maintenant vous l'aimez beaucoup. Je dis le Premier ministre en tant que Premier ministre dans ses actes. Oui. Il ne peut pas. Oh, mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir pris cette directive. D'abord, ne peut pas avoir convoqué le ministre. C'était pour interrompre, pour troubler le plan. Convoquer le ministre. Et quand tu es venu à Yaoundé, tu vas ton compte avec une réunion. On dira prendre des directives et les communiquer sans avoir reçu l'aval du président de la République. Comment apporter la paix? Ce n'est pas comment apporter la paix? Respecter les directives prises par le Premier ministre. Et il n'y a que le président de la République seul qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif, c'est-à-dire au-dessus. On a compris. Il est le seul. J'ai interrogé Tulé. Il peut remettre ça en cause. La question reste la même. Non, vous avez ajouté. Non, écoutez, pour chuter. Nous avons encore beaucoup de travail. Juste 2 secondes. Je vais vous dire une chose. Quand on parle de ces scanners-là, ça coûte combien? La Côte d'Ivoire fait l'acquisition de 2 scanners. Vous savez à combien? Allez-y, donnez-le. À 2,4 milliards. Donc un scanner coûtait 1,2 milliard. Qu'est-ce que ça coûte à l'État du Cameroun de mettre sur pied un scanner, donc de mettre les scanners là-bas? Qui lui appartiennent à lui-même. Qu'est-ce que oui? Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est un bamliqué. Tu peux être d'accord avec lui. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça coûte à l'État du Cameroun? Et je vais dire, les opérations de scanning sont des opérations de douane. Des opérations de douane. Et le ministre des douanes, c'est le ministre des Finances. C'est Dupont Motazé qui a participé à cette réunion à la primature. Et la tutelle technique, c'est le ministre des Transports qui a participé à cette réunion. C'est compris. Donc le Premier ministre s'est entraîné de prérequis institutionnels. C'est compris. Le contrat de la SGS court ou il ne court pas.
et il court à partir de Cannes. C'est ça le problème. Mais je vous ai dit que le Premier ministre a pris une décision régalienne. Le Premier ministre, le problème c'est le contrat monsieur, c'est vous êtes hors sujet. Vous êtes le contrat que le ministre des Finances a signé pour le compte de l'État du Cameroun. Ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Il est entré en vigueur ou pas? Ce contrat-là, d'abord, est même très mal écrit. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est lui qui lit mal. C'est bien écrit. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis. C'est bien la raison pour laquelle je dis ceci. C'est une décision régalienne. Oui. On dit qu'il continue jusqu'en 2032. Mais quoi le problème? Comment il continue? Un contrat qui dit que ça finit en 2025. Toi, tu dis qu'il continue jusqu'en 2032. C'est pas moi qui dis. Qui a dit? Qui a dit ça? C'est le Premier ministre. Il a dit non, le Premier ministre n'a pas dit ça. Le Premier ministre n'a pas dit ça. Le ministre dit quelque chose qui n'est pas dans le contrat. Merci. On va aller et le port autonome qui interrompt ce contrat. Est-ce que c'est le port autonome qui a signé? Tu as vu l'acte par lequel le port autonome a interrompu un contrat? S'il vous plaît. Le port autonome n'a interrompu aucun contrat. Ce n'est pas imposé rien. Non, le port autonome a simplement mis des scanners pour son service. Même la douane peut refuser sans l'aval du ministre des Finances. Le port n'a pas demandé au ministre des Finances quand il veut installer les fonds. Il s'agit des recettes de l'État. Il y a demandé à crédit. Le ministre des Finances, c'est lui qui a installé les scanners. Il s'agit des recettes de l'État. Je dis, à crédit. Le rôle du ministre des Finances, c'est de sécurité, c'est également de sécurité les recettes. Monsieur, ce n'est pas un plateau entre Wafo et Limbi Lobé. Permettez-moi de lire les messages. Alors, parfait, ici, monsieur permettez-nous. Tu es connu pour ça. Nous allons lire les messages. Tu as réglé les comptes avec le Koulou, il t'a gagné au tribunal. Si tu continues comme ça, on va encore te gagner au tribunal. Qui? Mais parfait, ici. Tu es connu pour régler les contrats des membres du gouvernement, les comptes des membres du gouvernement. Tu le fais que ça. Et alors, les partis politiques ont chargé de régler les comptes des membres du gouvernement. C'est ça le rôle des partis. Monsieur Limilobé, nous allons continuer et nous lisons les messages. Parfait, ici, Monsieur Tulé fait beaucoup de diversions aux arguments sérieux des autres panélistes. Il est clair qu'il est venu en mission contre le DG du port. En tout cas, ça ne nous étonne pas de l'homme. Aussi, nous percevons bien l'embarras de Méon à se prononcer personnellement sur cette affaire. Autre message ce dimanche. Le professeur Méon et Limbi Lobé sont à côté de la plaque. Le DG du port, qui n'est pas parti au contrat, n'a pas qualité pour le modifier. Il n'a rien modifié. S'il vous plaît, permettez-moi de lire les messages. Alors, ou apporter des amendements. Un autre message ce dimanche. Bonjour, monsieur Parfait ici. Belle émission et beau thème. Mais monsieur Chantal, tu les causes trop de désordre. On va lire d'autres messages ce matin. Bonjour le panel, bien vouloir rappeler à ce monsieur que Limbi Lobé, dans sa logique, parle des élus locaux. Le DG du POAD n'est pas un élu local. Ne nous embrouillez pas. Un autre message ce jour. Bonjour, juste pour savoir si le PAD était signataire de la convention initiale. Sinon, pourquoi serait-il habilité à constater l'expiration de la dite convention? Que les juristes sur le plateau m'éclairent. Merci. Je pense que le professeur Onanguini reprendra la parole tout à l'heure. Un autre message ce matin. Alors, nous prenons rapidement celui-ci. Monsieur Aïssi et Limbi Lobé rend le débat très intéressant. Il a des arguments en béton. Ah bon? Un autre message très rapidement. Parfait, bonjour. Il est juste qu'on rappelle que la douane assure une mission régalienne, celle de la sécurité au niveau de nos postes frontaliers et douaniers. La SGS a un contrat avec l'État du Cameroun qui court jusqu'en 2032 et la douane va se substituer à la SGS pour cette mission. Un autre message ce jour.
Nous pensons qu'en toute honnêteté, on ne saurait faire un travail au port autonome de Douala sans appeler le directeur général du port autonome. Monsieur le modérateur, bonjour. Dites à monsieur Ouafo qu'au Cameroun, c'est un régime présidentialiste fort. Le chef d'état-major particulier traite toute affaire à lui confiée par le président de la République. Le chef de l'État a tout simplement changé de décision et il en a le droit. Pour chuter, dites à monsieur Ouafo que les littoraliens doivent diriger les institutions politiques à Douala comme les Bamileke et dirigent les leurs à l'ouest. Merci. Même si ce n'est pas le débat, hein, vraiment, ce sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Permettez-nous de rester au niveau du sujet. Un autre message de ce matin, bonjour Perfect, très bonne émission avec un très beau panel. Prière de demander à M. Tulé de rester dans le débat, de donner son opinion sur cette actualité brûlante. Il n'a même pas parlé, M. Tulé. En ce moment, qu'il laisse tranquille M. le directeur du PAD et sa Catherine qui ne lui ont pas demandé de faire la publicité pour eux et qu'il cache un tout petit peu sa haine. C'est Max Toussaint et Touquet et depuis Douala qui envoie cette contribution. Nous n'avons pas le temps. Monsieur Tulé, permettez-nous d'avoir un bon débat ce dimanche. Monsieur Tulé aura exactement 1 minute et demie et le même temps d'antenne sera également confié tout à l'heure au professeur Wanangini. Je vous passe la parole, monsieur Roger Tulé. Vous avez demandé les voies de sortie. Elles sont simples. Je vais répondre en homme politique que je suis et en praticien de la chose au Cameroun. Monsieur était là-bas, a fait une enquête, c'est bloqué au port. Pourquoi? À cause de la volonté d'un homme, une seule personne, monsieur Cyrus Ngom. Ce n'est pas normal. Qui l'a nommé? C'est le gouvernement de la République. Qui a signé avec SGS? C'est le gouvernement de la République. C'est qui constate que le débat est fini? C'est le gouvernement de la République que le contrat est fini. Point. Quand on a regardé ça, il n'y a plus rien à faire autour. Qui a parlé? C'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Comment ça se passe quand un monsieur bloque autant un secteur? Je parle en praticien. Vous m'avez donné 1 minute et demie. Je fais vite. Je n'ai même pas encore fait 30 secondes. Eh bien, on le vire, ce monsieur. S'il est nommé par l'État de la République, on le vire. Qui le vire? Je parle en politicien maintenant. Qui le vire? Ressortissant de la région. Je parle en politicien maintenant. Il dit que le gouvernement de la République a nommé. De la région. Il me semble que c'est moi qui parle. Allez-y, Chantal. Je parle maintenant en homme politique responsable du plus grand mouvement des jeunes de l'Est, les ampoules grillées. Ils sont 3417. Aucun de ces jeunes n'a été recruté au port. Non. Il ne peut donc se prévaloir. J'ai dit que je parle en homme politique et en politique. Maintenant, vous avez demandé le droit de ça. Restons au niveau du débat. C'est mon temps. Vous n'amenez pas. Laissez-moi chuter. Voilà. Restons au niveau du débat. Très bien, laissez-moi chuter. Au-delà de tout ce que vous avez regardé, il y a la légitimité d'un homme. D'où tire sa légitimité? Du décret du chef de l'État, du Premier ministre et de son ministre. Non, c'est faux. Et la ligne est évidente, elle est facile. C'est comme cela qu'on fait au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence grave? Il a dit que je reste dans le débat. Tout à fait. Il y a la sécurité de la République. Un monsieur ne peut pas s'asseoir, il décide que 2 sociétés vont s'occuper du scanning, mettez-vous ensemble et discutez. Et pour ce qui me concerne, il me semble évident, facile, d'annoncer qu'il y a un parti pris clair à cause de quelques affinités familiales que quelques personnes ont avec Atlantique. Point. Nous allons passer la parole au professeur Owenangini. Professeur, ça continue à aller dans tous les sens. Hein. La sortie de crise, c'est pour bientôt. Première préoccupation. Maintenant, Madame Bongon a parlé là d'un problème d'arbitrage. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président de la République fasse une nouvelle sortie? Les gens ont créé une crise de manière artificielle. La réunion convoquée au secrétariat général de la présidence de la République survient en raison du désaccord entre le ministre des Finances et le directeur général du port autonome de Douala au sujet des conditions d'action de SGS au port autonome de Douala. On fait dans la diversion. Un arbitrage est fait à cette réunion où sont présents les acteurs. Il est fait au secrétariat général du président de la présidence de la République
et cette réunion est présidée par le secrétaire général. Ça, le ministère des Finances est à Brazzaville en ce moment-là. Il n'est pas là. Monsieur Chantal Roger Tulé, Il n'a pas assisté à cette réunion. Aller au bout de sa pensée. Un ministre responsable, un autre ministre et un directeur. Allez-y, professeur. Vous comprenez La donc réunion est présidée par qui? Votre collègue défenseur du PAD a coupé tout Professeur, le monde. allez-y. Souffrez qu'on vous coupe aussi. La réunion est présidée par qui? S'il vous Elle est présidée plaît. par qui? Oui. Mais Elle est présidée par qui? allez-y. Dites-le donc. Non, puisque vous vous avez- mais c'est vous qui êtes en train de développer. Je dis, La réunion est je dis, présidée par qui? je dis et je répète. Voilà, il est pas là. Je répète. Maintenant, c'est d'autorité. Non, mais Il ne la peut réunion pas y est avoir. Il ne peut pas y avoir des instructions du président de la République La réunion est qui présidée soient par qui à la remises en présidence? question par les directives du Premier ministre. Ça, c'est grave. Ça ne se peut pas. Ça, c'est grave. Mais ça s'est fait. Ça ne se peut pas. Ça s'est fait. Bon, c'est vous qui parlez de hiérarchie. Oui. Entre le président de la République et le Général est donc président plus fort que le Premier ministre. le C'est ce que vous essayez de le dire. secrétaire général du Remettons le président conseil de la C'est même pas République. lui qui a présidé cette réunion. Bon, il n'a pas présidé. Et alors C'est le conseil technique. Et alors C'est des affaires économiques. Voilà. Alors, Bon, laissez-moi parler. il faut pas Ne bloquez pas le débat, s'il vous plaît. Non, il faut le Bon, laissez-nous d'avoir un débat. Je dis, la réunion est celle donc fondée sur quelle base? La réunion a été présidée par qui? Attendez, bon, elle a été présidée par le conseil technique. Et l'arbitraire donc c'était sur quelle base? Après cette réunion-là, Un conseiller technique Passons, vous voyez qu'il veut faire de j'avance. présidé Vous pouvez me régler à ce niveau, je finis. Allons-y. Prenons maintenant le contrat. C'est une minute. Il y a en droit Vous revenez sur ce le qu'on contrat. appelle des vices rédhibitoires. Ça, c'est rien. C'est-à-dire qu'un contrat porte un vice. Ça, c'est inutile. Voilà, c'est inutile mot quand ça devient technique. rédhibitoire. Expliquez ça aux gens. Mais le vice rédhibitoire, laissez donc vous expliquer. habitué à Vous êtes dépassé. d'expliquer. Vous êtes dépassé à l'université de Yaoundé. Ministre de la République. On comprend. Le monde est dépassé à l'université de Yaoundé. Ici, c'est des On vous explique. Non, je ne veux pas d'explication. Un vice un vice rédhibitoire. Ça veut dire. Vous voyez donc vous voyez. S'il vous plaît. Vous voyez. Nous allons nous calmer. Un vice rédhibitoire. Attendez d'abord, attendez. Je vous assure, chers adultes, c'est un débat très important. Permettez-nous d'aller au bout de ce débat. Ne bloquez pas le débat. Parce que je soupçonne que certains sur ce plateau veulent bloquer le débat. Bien sûr. Professeur, Je parlez de vice rédhibitoire. Ça veut dire qu'une disposition dans un texte de droit, ici un contrat, porte quelque chose qui vicie le contrat. On ne peut pas dire disposition article 3.1. Date d'entrée en vigueur, ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties et dire 3.3 durée, ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. C'est une disposition rédhibitoire qui annule le contrat. Et qui dit que monsieur Cyril Qui annule le contrat, c'est un contrat vicié. Et qui nomme Le ministre qui a vu les contrats. Oui, il a annulé. Il a annulé. qui nomme monsieur Cyril Vous c'est comme ça. Vous voyez dans la logique. Il faut empêcher, je finis. Ils ne vont pas m'empêcher de dire la vérité. C'est vous qui avez commencé avec ça. Le contrat est signé le 2 mars 2015 sur la base de l'article 3.1. Ça veut dire que le contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. C'est donc le 2 mars 2015. On dit ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans. Ça veut dire que c'est pendant du 2 mars 2015 au 2 mars 2025.
Mais ce qui vicie donc maintenant le contrat, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner, cette clause-là est contraire à la première et ça vicie le contrat. Et donc pour vous, le contrat peut être annulé. Par qui? Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. Nous marquons une autre